présenter. Il y a des adhérents de la Griffe que je remercie infiniment. Il y a tous ceux qui ne sont pas adhérents que je remercie aussi beaucoup parce que c'est pas évident de réunir autant de monde que ce soir pour une conférence qui est dédiée à la cause animale. C'est vrai qu'on a fait des tentatives qui n'ont pas toujours été couronnées de succès. Là, ce soir, vraiment, c'est fabuleux, quoi, c'est merveilleux. Voilà, donc la nappe me joue des tours. Voilà. Donc voilà, donc moi, je voudrais remercier aussi la ville de Clermont-Ferrand qui nous prête cette salle ce soir, les médias qui ont relayé l'annonce de la conférence, entre autres La Montagne, Infomag et surtout Radio Arverne qui ont été d'une gentillesse vraiment confondante, les associations, les internautes, les commerces, les organismes divers qui ont diffusé l'info, qui ont fait diffuser nos tracts, nos affiches. Nos adhérents bien sûr et toute la petite équipe de bénévoles qui est là, qui font un boulot formidable et vous tous d'une manière générale. Et puis Florence Burga qui nous a fait la gentillesse, la grande gentillesse de venir à notre demande faire une conférence spécialement pour la Griffe ici ce soir. C'est un propos, je crois qu'elle a préparé exprès pour l'occasion. On a appelé ça du titre de son dernier ouvrage, La cause des animaux pour un destin commun, parce qu'au départ, elle n'avait pas encore choisi sur quel thème elle allait faire son exposé. Et puis, en fait, il se trouve qu'elle ne va pas réciter le bouquin du tout, ça ne va pas être ça du tout, ça va être tout à fait autre chose, ça va être quelque chose d'inédit. Quant au bouquin, alors on regrette un peu parce qu'on a eu un petit souci technique. Normalement, on aurait dû avoir la cause des animaux, on aurait dû en avoir une grande quantité. Là, on n'a pu en avoir que 15. Il y a eu un colis qui s'est égaré quelque part. On avait également commandé un autre livre de Florence qui s'appelle Ahimsa, violence et non-violence en Inde. Envers les animaux en Inde. Voilà, envers les animaux en Inde. Et celui-ci aussi est un livre magnifique qu'il faut absolument avoir lu. Donc vous ne le trouverez pas ici ce soir, on le regrette beaucoup, mais vous le trouverez chez votre libraire, vous le trouverez sur Internet, vous le trouverez partout de toute façon, comme La cause des animaux, comme tous les autres ouvrages de Florence. Voilà, donc Florence, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une des premières philosophes en France à s'être intéressée à la cause animale. Ses premiers ouvrages ont été publiés au début des années 90, hein, c'est bien ça, Florence ? Au milieu des années 90. Au milieu des années 90. Et voilà. Et donc elle n'a. Ah pardon. Excusez-moi, oui. Ouais. Oui, donc je disais que ça a été un des tout premiers philosophes français à s'intéresser à la cause animale. Bon, ce soir, le propos qu'elle va nous tenir, je pense, va avoir de quoi nous regonfler pour longtemps. Et puis aussi, il arrive dans un contexte particulier. Je ne sais pas si vous avez vu, les chaînes l'ont pas mal diffusé, les chaînes de télé. Il y a eu un scandale aux abattoirs d'Alès. On a découvert des violences inouïes, des actes de cruauté terribles qui s'y perpétraient. Il y a eu des vidéos qui circulent, qui ont été prises par l'association L214 et qui circulent actuellement sur Internet, qui ont été montrées sur des chaînes de télé aussi. Et ceci pour rappeler que les animaux sont encore aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que l'homme va sur la Lune, alors qu'on a fait des tas de découvertes extraordinaires, que les animaux sont encore et toujours tenus en esclavage, que ce sont nos choses, que ce sont nos souffres-douleurs, qu'on les traite encore moins bien qu'on ne traiterait des objets. Donc ça, il faut toujours l'avoir en mémoire. Il faut lutter pour que cela cesse, parce que cela doit cesser absolument si on veut trouver quelque dignité à être un homme ou une femme. Voilà. Je vous remercie. Alors après l'exposé de Florence, il y aura un petit débat avec la salle. On consacrera quelques instants à ça. Et puis ensuite, on boira tous un verre dans le hall. Vous êtes tous invités. Voilà. Merci. Merci José. Donc je voulais remercier bien sûr José Barnerias de son invitation. J'espère qu'en lâchant le micro, on peut quand même entendre et que je ne vais pas être... Non ? Monsieur fait non de la tête, qu'on n'entend rien du tout. Donc il faut que je le tienne comme ça pendant tout l'exposé. Très bien. Je voulais remercier Marie Serve de la radio Arvenne qui
a organisé une émission, un entretien, et puis le journal La Montagne, en la personne en particulier de monsieur Arnaud Vernet. Voilà, et je remercie bien sûr tout le monde d'être là et de la gentillesse de cet accueil. Donc, j'ai conservé effectivement le titre de ce livre, mais l'exposé que je vais faire n'est pas du tout le contenu de ce livre. Donc, dans une introduction, je vais justifier C'est gentil, oui, c'est gênant. Je vais justifier l'orientation que je vais prendre. Je vais commencer par quelques considérations. Alors, la notion de cause, d'abord, au milieu du XVIe siècle, prend la signification que nous lui donnons aujourd'hui, c'est-à-dire de l'ensemble des intérêts à soutenir en faveur de tel ou tel groupe, tel ou tel individu. La notion de cause a toujours été liée à un contexte, a été initialement liée à un contexte un peu juridique, le contexte du procès. Et du reste, on associe à la notion de cause celle de plaidoyer, de plaidoirie. Donc on connaît des expressions, cause des femmes, cause du peuple, cause des enfants, cause des animaux. Évidemment, tous ces groupes ont en commun d'avoir des intérêts en propre qui seraient soit malmenés, soit pas reconnus du tout. Comme José Barnerias le rappelait, dans nos sociétés avancées, la cause des animaux est celle qui est la plus négligée et de très loin. Donc, à mon sens, on ne parlera pas de cause des plantes ou de cause des monuments historiques ou des œuvres d'art, sinon de manière métaphorique, pour ne pas dire abusive. Donc, ce qui est en jeu dans cette notion de cause, c'est véritablement, je le répète, de défendre des intérêts en propre qui sont soit donc malmenés, soit qui ne sont pas reconnus. Et à ce moment-là, la tâche consiste dans cette plaidoirie à les expliciter. Donc, ce soir, je vais centrer mon propos de façon en effet un peu étonnante sur l'Antiquité grecque. Dans une première partie, j'exposerai trois mythes, et dans la partie qui suivra, je montrerai comment la question, en particulier de ce qu'on appelle le meurtre alimentaire, le sacrifice sanglant, a été d'emblée mise en question dans ces mythes et dans la pensée grecque, gréco-latine. Il me semble, pourquoi est-ce que j'ai choisi de remonter si loin dans le temps, c'est pour mettre en évidence d'abord l'ancienneté de ce plaidoyer, l'ancienneté de cette question, pour essayer donc d'éclairer ses fondements, de montrer que le caractère d'évidence de la mise à mort des animaux, de leur consommation, de leur utilisation comme une ressource, une matière première, que donc ce caractère que nous tenons pour évident, pour quelque chose qui va de soi, est en fait une construction culturelle qui a été d'emblée mise en question. Donc il y a eu d'emblée la mise en évidence du caractère problématique du meurtre alimentaire. Donc il me semble important de remonter si loin dans le temps parce que il y a aujourd'hui une tendance très, très manifeste à considérer que ce qui est répréhensible, ce serait simplement des excès instaurés par l'industrialisation, le tournant industriel, le développement des sciences et des techniques. Ce tournant dans le traitement des animaux avec l'industrialisation comporte bien sûr des spécificités, des violences spécifiques, des traitements spécifiques. Mais si l'on se penche un peu sur les pratiques anciennes, en particulier d'élevage, puisque à
aux époques anciennes, des usages qui ont cours aujourd'hui n'existaient pas tous. On s'aperçoit que les techniques d'élevage, par exemple, étaient extrêmement cruelles et que les techniques d'élevage n'ont pas attendu l'industrialisation pour inventer la contention des animaux, pour inventer le gavage des animaux, pour inventer les manières de les faire engraisser très rapidement. Donc je ne vais pas ici faire une liste de toutes les horreurs qu'on peut découvrir dans les textes très anciens. On peut dire évidemment qu'il y a eu un accroissement d'une certaine manière mathématique, mécanique, du nombre d'animaux affectés avec l'accroissement démographique humain, puisque on peut dire qu'à chaque individu, chacun d'entre nous correspond un nombre d'animaux mis à mort par jour ou par... Voilà. Donc la violence et la cruauté sont anciennes. Bien évidemment, ce n'est pas une invention récente, même s'il existe une violence propre à un système automatisé. On peut dire qu'aujourd'hui, finalement, il existe à la fois un système qui est en lui-même violent par la contention. On le disait, l'élevage industriel est tout entier fondé sur un nombre très important d'animaux maintenus dans des bâtiments ou dans des cages, comme vous le savez tous très bien, je pense. Des violences qui ont été donc rationalisées, les violences qui sont aussi encore moins visibles et qui sont le produit des interventions génétiques sur les animaux, qui les ont donc façonnés dans des buts d'une productivité particulière et qui engendrent évidemment d'importants désordres. Donc toutes ces violences qui ne nous apparaissent pas véritablement comme des violences s'ajoutent aux mauvais traitements, aux actes de cruauté intentionnels qui, bien entendu, n'ont pas non plus disparu avec l'industrialisation. Ce qui m'intéresse aussi de faire apparaître, c'est donc que l'interrogation, la question, a d'emblée porté sur le principe même de l'appropriation violente, et en particulier donc pendant l'Antiquité, le meurtre alimentaire, puisqu'il y a une coïncidence partielle dans le monde gréco-romain entre le sacrifice sanglant et l'alimentation carnée, encore qu'il y a aussi la chasse et la pêche. Mais enfin, il y a ces pratiques sacrificielles qui sont extrêmement répandues, qui scandent véritablement la vie quotidienne en Grèce et à Rome. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de faire apparaître une interrogation qui porte et qui a d'emblée porté sur le principe même de cette appropriation et non pas sur ses seules modalités. Car aujourd'hui, et la chose est frappante, tout se passe comme si les seules critiques que nous pouvions, les uns ou les autres, quand nous avons à prendre la parole, les seules critiques qui pouvaient être émises, qui sont à peu près audibles et acceptables, ne doivent porter que sur les modalités de cette appropriation. Mais que le principe même de l'appropriation des animaux, lui, ne devait pas être mis en question. Il y a donc une espèce de poids extrêmement fort qui pèse sur toute personne voulant s'interroger sur les principes. Donc c'est aussi une défense de la philosophie que je voudrais faire ce soir. Car les justifications de surface qu'on pourrait appeler dans un vocabulaire marxien superstructure ou infrastructure, les justifications de surface qui peuvent être opposées sont économiques, culturelles, traditionnelles et relèvent donc de ce qu'on pourrait appeler la superstructure. Donc, quant au principe même de cet assujettissement des animaux, qui relèverait plutôt d'une infrastructure, on s'aperçoit, comme je le disais, qu'il est très très difficile d'en parler. On
entend fréquemment traiter d'extrémistes les gens qui s'interrogent de manière fondamentale sur la légitimité de ces pratiques violentes. Alors il me semble important de distinguer, et je crois que c'est faute de distinguer ces deux temps, ces deux régimes de pensée, qu'il y a peut-être un malentendu. Il y a un temps qui est de la réflexion, qui est celui de la négociation politique, du compromis, de ces assemblées qui réunissent des partis qui ont des intérêts divergents, adverses, et qui doivent parvenir à un accord pratique. Donc à ce moment-là, bien entendu, on le sait, chaque personne fait un pas. Mais la réflexion philosophique n'a rien à voir avec le moment de la négociation politique. Il s'agit par nature, par essence, par définition, d'une réflexion qui est précisément libre des contraintes qui pèsent sur toute négociation devant aboutir à un intérêt pratique. Il est donc légitime de laisser à la philosophie, à la réflexion philosophique, le champ qui est le sien, c'est-à-dire d'une interrogation qui va à la racine, d'une radicalité précisément, qui est inhérente à l'interrogation philosophique. Alors on rappellera la définition grecque de la philosophie, qui est cette disposition d'étonnement. Il est d'un philosophe de point s'étonner, disait Platon. Il y a aussi cette très belle définition que donne Yankelevitch, philosopher, c'est se comporter à l'égard du monde comme si rien n'allait de soi. Et je crois que nous pouvons bien sûr mettre la question qui nous occupe ce soir dans le prolongement de cette définition. Et c'est donc regarder les pratiques que nous avons vis-à-vis des animaux précisément comme si elles n'allaient pas de soi. Et dès lors que l'on se livre à cette conversion du regard, eh bien, nous pouvons commencer, je crois, à entrer dans une interrogation radicale sur les fondements de notre attitude à l'égard des animaux. Donc la philosophie n'est pas une activité théorique qui relève du champ culturel. Du reste, on s'aperçoit aussi que de manière un peu abusive, beaucoup de gens classent la philosophie parmi ce qu'on appelle rapidement les SHS, les sciences humaines et sociales. Or, la philosophie ne relève pas du champ des sciences humaines et sociales, et son objet de réflexion n'est pas simplement l'homme. Donc, je propose qu'on applique cet étonnement au traitement des animaux. Alors c'est aussi, et j'en aurais terminé avec ces propos introductifs, contre le scientisme ambiant que j'aimerais essayer de valoriser ce soir l'interrogation conceptuelle, car on voit en lisant les philosophes grecs et bien d'autres, mais là je pars donc d'une tradition très ancienne, que nous n'avons pas attendu, qu'ils n'ont pas attendu les expertises scientifiques pour s'apercevoir que les animaux avaient une sensibilité, une intelligence, une vie relationnelle, etc. Et je crois qu'il y a, dans la manière que nous avons de confier à la science le devoir de toujours donner des preuves supplémentaires par exemple, notamment de la souffrance animale, une démarche qui n'est pas tout à fait honnête, et on peut se demander si ce n'est pas une façon de remettre toujours à plus tard un certain nombre de décisions. Donc, dans un premier temps, je voudrais rapidement évoquer 3 mythes qui posent un certain nombre de questions concernant notre sujet. Premièrement, un passage du mythe de Prométhée qu'on trouve dans Hésiode et qui est considéré par ceux que l'on a appelés l'école de Paris, Marcel Détienne, Jean-Pierre Vernant, Jean-Louis Durand, qui tiennent une partie de ce mythe pour la thèse d'un sacrifice sanglant fondateur. Parce qu'il y a bien au fond de notre construction l'idée qu'un sacrifice fondateur très ancien justifierait pour toujours
le sacrifice sanglant. La deuxième séquence se trouve dans l'Odyssée d'Homère, les vaches du soleil. Et le troisième mythe est le mythe orphique de Dionysos. Donc, je commence par cette séquence du mythe de Prométhée. En réalité, ce mythe de Prométhée est aussi le mythe de Prométhée et de Pandore. Donc la séquence a été interprétée, comme je le disais, par cette école de Paris comme étant le mythe du sacrifice fondateur. Cependant, les autres commentateurs de ce mythe, y compris les commentateurs grecs anciens, y ont plutôt vu une séquence étiologique, c'est-à-dire explicative simplement, qui présente une cause. Donc, Homère relate ce mythe dans les Travaux et les Jours rapidement, des vers 47 à 49, et plus longuement dans la Théogonie, des vers 534 et suivants. Donc Hésiode, je rappelle, a vécu, les dates sont approximatives, au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc ça fait partie des écrits les plus anciens que nous possédions, avec l'Odyssée et l'Iliade. Il s'agit donc, dans cette séquence, du mythique partage du bœuf et de l'habitude des sacrifices sanglants qu'il aurait instauré. Prométhée avait découpé un gros bœuf, mis d'un côté les chairs et les graisses qu'il couvre de peau, et de l'autre, il met de côté les os nus qu'il ensevelit sous une couche de graisse. Prométhée propose à Zeus de prendre la meilleure part. Mais Zeus n'est pas dupe de la ruse, cependant il feint de l'être en prenant les os recouverts de graisse. La punition, alors il y a l'épisode du feu, mais la punition de Zeus sera qu'il enverra sur terre cette première femme, Pandore, qui laisse échapper de son vase dans lequel tous les maux de l'humanité sont contenus, la plupart des maux, et je crois que l'espérance est gardée à l'intérieur du vase. Bref, dans ce mythe, ce qui est en réalité beaucoup plus important que cette séquence, c'est l'origine de tous les maux qui sont sur Terre. Bref. Hésiode écrit: c'est depuis lors que sur la terre, les générations d'hommes brûlent pour les immortels des os nus sur des autels odorants. Donc ici, on a vraiment simplement, comme vous le voyez, non pas l'idée d'un sacrifice fondateur et de quelque chose de très important, mais plutôt quelque chose d'étiologique, d'explicatif. Dans les travaux, la mention d'Hésiode est tout à fait autre. Sacrifie selon tes moyens aux dieux immortels des cuisses luisantes de graisse. Donc on voit que le modèle sacrificiel n'est pas très clair, donc son caractère fondateur est discutable. Et par exemple, l'un des spécialistes des cosmogonies grecques, Rénal Sorel, note que l'humanité voit son sort livré à une procédure truquée. En tout cas, ce qui est notable aussi dans ce mythe, c'est le caractère irrémédiablement révolu de la commensalité végétarienne qui existait entre les dieux et les hommes. Puisqu'il y a aussi, et j'en dirai juste quelques mots, le mythe de l'âge d'or, dont on trouve par exemple l'évocation au début des Métamorphoses d'Ovide et dans toute la littérature gréco-latine, puisque dans leur genèse du monde, le premier âge, l'âge d'or, est effectivement un âge d'abondance. Les hommes ne se font pas la guerre, la terre produit suffisamment de fruits pour que les hommes s'en nourrissent. Il y a parfois l'évocation d'une consommation de lait, mais il est toujours dit que les brebis produisent énormément de lait et que les hommes ne font qu'en boire une toute petite partie. Et ce sont des destructions successives qui altéreront cette commensalité végétarienne pour arriver donc à une humanité extrêmement violente, de guerre et en même temps donc, qui entraîne dans son sillage la violence à l'égard des animaux. Donc il y a aussi cet arrière-plan de l'âge d'or qui doit toujours être présent.
à notre esprit quand on lit les Grecs. La deuxième séquence se trouve donc au chant 12 de l'Odyssée. On appelle communément cette séquence les vaches du soleil, mais il y a des vaches, des bœufs et des brebis dans cette séquence. Donc au cours de leur périple, Ulysse et ses compagnons font halte quelque part et précisément à un endroit où ils croisent le troupeau des vaches du soleil. Ulysse déconseille à ses compagnons de s'emparer de ces bœufs, de ces vaches, de ces grasses brebis qui appartiennent au soleil, un dieu auquel on ne peut rien cacher. Aussi longtemps que les compagnons eurent du pain et du vin rouge, ils ne pensèrent pas à s'attaquer au troupeau. Mais la réserve tarit, ils capturèrent, alors qu'Ulysse dormait, les meilleurs animaux, les tuèrent et les mangèrent. Ils invoquèrent les dieux avec des rameaux de chêne et non d'orge. Ils répandirent sur les viandes en train de brûler de l'eau et non du vin. Mais l'animal a été tué comme cela se pratique à l'ordinaire, et les morceaux étaient empilés aussi comme à l'ordinaire. Alors toujours cette école de Paris qui règne un petit peu en maître sur ces séquences grecques. Jean-Pierre Vernant fait une lecture qu'on pourrait dire hyper orthopraxique de cet épisode. Il voit en effet, dans ce que je vais vous lire immédiatement, la conséquence d'une simple faute rituelle. On peut mettre en doute sa lecture pour plusieurs raisons, et elle a été mise en doute par un certain nombre de commentateurs. D'abord parce que le vocabulaire utilisé par Homère est bien le vocabulaire sacrificiel. Que d'autre part, ces substitutions les rameaux de chêne à la place de l'orge, l'eau à la place du vin, sont secondaires, ne sont pas importantes dans la mesure où, dans la logique sacrificielle, le principe de substitution est central. Donc, la séquence qui a retenu l'attention et qui retient notre attention est la suivante. Lorsqu'Ulysse s'éveille, le mal est fait, et voilà ce qu'il constate, je cite le vers. « Les vaches n'étaient plus, et voici que les dieux nous envoyaient leurs signes. Ces dépouilles marchaient, les chairs cuites et crues meuglaient autour des broches, on aurait dit la voix des bêtes elles-mêmes. Zeus, en outre, envoie sa foudre pour briser les bateaux de l'équipage. » Plutarque, qui est un philosophe du tout début de l'ère chrétienne, du 1er siècle, après Jésus-Christ, dans un texte qu'on considérait comme le texte fondateur de la réflexion sur la viande, finalement, place son propos à l'ombre de cette scène, où il évoque donc cet étrange et monstrueux souper composé de bêtes qui mugissent encore. Alors, je voudrais vous lire le début du texte de Plutarque qui s'appelle « S'il est loisible de manger chair », enfin, du moins en français, et je vous lis dans la traduction d'Amyot, qui date du XVIe siècle et qui est la traduction qui fait autorité. « Tu me demandes pour quelle raison Pythagore, dont je parlerai tout à l'heure, tu me demandes pour quelle raison Pythagore s'abstenait de manger de la chair. Moi, au contraire, je m'en étonne. De point, quelles affections, quel courage ou quel motif firent autrefois agir l'homme qui, le premier, approcha de sa bouche une chair meurtrie, qui osa toucher de ses lèvres la chair d'une bête morte, servit à sa table des corps morts et pour ainsi dire des idoles, et fit de la viande et sa nourriture de membres d'animaux qui peu auparavant bêlaient, mugissaient, marchaient et voyaient. Comment ses yeux purent-ils supporter de voir un meurtre, de voir tuer, écorcher, démembrer une pauvre bête? Comment son odorat put-il en supporter l'odeur? Comment son goût ne fut-il pas dégoûté d'horreur quand il vint à manier l'ordure des blessures, à recevoir le sang et le suc sortant des plaies mortelles d'autrui? Et à la ligne, il cite les phrases de l'Odyssée, de la séquence des vaches du soleil. Les peaux se rompaient sur la terre écorchée, les chairs aussi mugissaient, embrochées,
cuite autant que crue, etc. Donc ce texte est important aussi parce que Rousseau, dans De l'Émile ou de l'Éducation, cite le début de ce traité de Plutarque comme étant vraiment le moment le texte fondateur, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Alors évidemment, l'attention qui est attirée sur cette scène concernant les vaches du soleil vaut, en tout cas dans l'esprit de Plutarque, pour n'importe quel animal. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi dans cette scène fictive, c'est qu'au fond, les procédés rhétoriques ou argumentatifs qui peuvent être utilisés dans des tracts par les associations de défense des animaux ou qui peuvent être à titre d'argument développés consistent précisément dans ce qui est mis en scène par Homère et dans cette interrogation de Plutarque, à faire finalement apparaître la généalogie du processus par lequel est obtenue cette chair parfaitement immobile et tranquille, apparemment, qu'est la viande. Donc je crois que ce moment est extrêmement important et montre qu'au fond, cette question de ce qu'il y a à penser derrière un phénomène qui ne délivre pas toute sa réalité est absolument remarquablement mise en évidence ici. Alors j'en viens au troisième mythe, qui est donc le mythe orphique de Dionysos enfant. Il y a des tas de figures de Dionysos tout à fait différentes. Il y a plusieurs versions du mythe de Dionysos, mais qui conservent toujours un noyau commun. Donc voilà cette histoire assez abominable, elle aussi. Dionysos est donc le fils de Zeus et de Sémélé, dans certaines versions de Perséphone. En tout cas, Sémélé est une mortelle. Par ailleurs, Héra est la sœur et l'épouse de Zeus. Bon, dans cette mythologie grecque, on trouve toutes les combinaisons possibles et imaginables. Donc, Héra, sœur et épouse de Zeus, est jalouse de cet enfant et demande aux titans, qui sont des demi-dieux, de la débarrasser du nouveau-né. Et voilà comment les titans s'y prennent. Ils se couvrent de poudre de plâtre et ils attirent l'enfant avec des jouets et un miroir. Ils le tuent, le démembrent, le font bouillir dans un chaudron, puis le font rôtir, puis le mangent. Alors il y a aussi dans ce mythe une dimension anthropogonique, c'est-à-dire qui porte sur l'origine de l'humanité, puisque, horrifié par ce crime, Zeus va foudroyer les titans, et c'est de leurs cendres que naissent les hommes. Donc il y a évidemment une empreinte particulièrement forte si l'humanité est composée de cette patte viciée, de cette patte criminelle qui est, si elle est fabriquée à partir de ces cendres de titans foudroyés par Zeus. Marcel Détienne, donc de l'école de Paris, dont je parle depuis tout à l'heure, voit dans cette mise en scène la démonstration que le sacrifice sanglant de type alimentaire est originellement un crime, un acte d'anthropophagie. C'est dans son livre qui s'appelle « Apollon le couteau à la main ». Du reste, le terme grec « phonoi » désigne à la fois le meurtre et le sang versé. Il désigne aussi bien l'homicide que le sacrifice sanglant. Alors, dès cette époque, plusieurs siècles déjà avant Jésus-Christ, dans cette antiquité grecque, des courants de pensée vont rompre aussi bien avec les mœurs d'une société dont la cohésion s'affirme autour du sacrifice sanglant, du meurtre alimentaire, et ces courants de pensée vont rompre donc avec ces mœurs et aussi discuter les fondements
de ces pratiques sacrificielles. Alors, discuter ces fondements, c'est par exemple la diffusion de ce mythe orphique de Dionysos qui, loin de valoriser le premier sacrifice, font apparaître au contraire son caractère absolument abominable, d'un enfant démembré, mangé, et d'une humanité qui serait issue des criminels de cet enfant. Donc Pythagore, à l'ombre duquel, si vous vous rappelez la citation de Plutarque, place son texte, qui assimile explicitement la viande au meurtre, est tenu pour l'inventeur, si on peut dire. En tout cas, c'est sa figure, disons, qui reste attachée à quelque chose comme l'invention du végétarisme en Grèce. C'est la raison pour laquelle donc Plutarque le nomme lui. Mais il existe d'autres courants et d'autres figures, un autre courant très ancien, donc l'orphisme. Car chez les pythagoriciens, il existait deux branches, une branche strictement végétarienne et une branche qui ne l'était pas. Si Pythagore défend une vision unitaire des êtres vivants, sa vision est en partie liée à la croyance dans la transmigration des âmes qu'on appelle métempsychose ou métensomatose. À ce moment-là, on peut considérer que la question du sacrifice animal n'est pas encore prise en compte pour elle-même, parce que on peut imaginer que le végétarisme issu de la croyance dans la métempsychose ou dans la métensomatose, dans la transmigration des âmes, est lié à la crainte de consommer un parent, puisque tel animal pourrait être le siège de l'âme d'un de nos aïeuls. Donc le lien d'affection ou d'amitié liant tous les vivants, le concept de philia, lorsqu'il est invoqué en même temps que la croyance dans la transmigration des âmes, est d'une certaine manière un peu, entre guillemets, suspect. Théophraste, dont nous connaissons les 3e, 4e siècles, qui est avant 3 siècles avant Jésus-Christ, mais dont nous connaissons les écrits uniquement par Porphyre, qui les rapporte plusieurs siècles plus tard dans son traité de l'abstinence. Alors, entre parenthèses, donc, le traité de Porphyre de l'abstinence est tout à fait captivant quand on s'intéresse à ces questions, puisque Porphyre va récapituler tous les arguments antiques pour ou contre, si je peux m'exprimer de façon aussi rapide, le sacrifice sanglant. Donc, ce concept de philia, d'amitié qui lie tous les vivants, va être reformulé par Théophraste. Donc, tous ces auteurs, évidemment, consolident ces notions. Il y a aussi une autre figure majeure, très ancienne, du IVe siècle avant Jésus-Christ, Empédocle d'Agrigente, sur lequel notre collègue Jean-François Ballaudet a écrit une étude tout à fait passionnante sur son végétarisme radical et sa théorie de la parenté du vivant. Donc, Empédocle a suivi l'enseignement de Pythagore, mais précisément, il décide de s'en séparer du fait du fondement de la métempsychose au végétarisme pythagoricien. Le végétarisme défendu par Empédocle d'Agrigente donc n'est pas fondé sur la métempsychose. Il y a à ses yeux une parenté de fait entre les vivants animés, donc ça relève de ce qu'on appelle à l'époque la physique. Donc cette parenté de fait existe entre les vivants avant d'être éprouvée comme un sentiment moral d'amitié élargie donc. Et cette notion d'amitié va être donc associée à l'apparentement entre les vivants et sera aussi associée à l'idée de justice. Jean-François Ballaudet écrit, et donc je cite ce passage en raison parce qu'il fait apparaître la modernité des arguments. C'est une phrase qui pourrait au fond être dite
concernant une théorie actuelle. Il écrit donc le critère, en commentant Empédocle, le critère permettant de penser la justice n'est pas ici la raison ou l'autonomie morale, mais celui de la vie, qui doit conduire par conséquent l'homme à agir envers un être vivant sans attendre une réciproque de même niveau, qui trouverait en particulier à se manifester verbalement. Je relis rapidement. Le critère permettant de penser la justice n'est pas ici la raison ou l'autonomie morale, mais celui de la vie, qui doit conduire par conséquent l'homme à agir envers un être vivant sans attendre une réciproque de même niveau, qui trouverait en particulier à se manifester verbalement. Donc il y a évidemment une grande modernité des arguments, puisque vous voyez que, au fond, dans les disputes en présence aujourd'hui, nous avons toujours ces deux camps qui s'opposent et qui probablement sont irréconciliables. D'un côté, ceux qui estiment que c'est la possession de la raison, de l'autonomie morale, de la capacité à parler, de la capacité à observer des devoirs, qui est fondateur de droit, et de l'autre, le camp qui estime que non, c'est le critère de la sensibilité, que c'est celui du reste qui est capable de protéger tous les humains et les animaux, et que finalement la capacité à parler est certes un attribut particulier, mais que ce n'est pas lui qui est fondateur des droits. Donc vous avez dès l'aube de la discussion sur cette question des animaux absolument en place les concepts qui continuent, les thèses qui continuent à s'affronter aujourd'hui. Donc bien sûr, pour ces écoles de pensée, le renoncement au sacrifice animal, c'est-à-dire à l'une des pratiques rituelles les plus essentielles à la religion civique traditionnelle, représente une véritable scission, comme on peut dire aujourd'hui dans notre société, des gens qui seraient végétariens. Peut-être y en a-t-il quelques-uns ici. Empédocle propose donc une autre religion que cette religion sacrificielle. Et il y a dans cette tradition du sacrifice, dont certains auteurs ont montré du reste qu'il n'est pas intrinsèquement lié au meurtre, des pratiques d'offrande. Par exemple, pour Empédocle, un bœuf fait de miel et de farine. Voilà, la substitution étant au principe étant inhérente à la logique sacrificielle. Donc cette tradition pythagoricienne va se transmettre au fil des siècles. Et j'en viens à un dernier concept, peut-être le plus important. Donc il y avait celui de philia, d'amitié, celui d'apparentement, oikoiotes, oikos étant le propre, et il y a enfin le concept d'oikeiosis. Ces notions vont s'articuler pour imposer l'idée de relation de justice envers les animaux. En particulier, la chose apparaît, ceux qui ne nous veulent pas de mal. Il y a bien sûr l'idée que les animaux féroces, donc on s'aperçoit que le monde dans lequel vivaient, évidemment, ces gens ne ressemblent pas à notre monde où les attaques des animaux féroces ne sont pas très fréquentes. Et la question de la métempsychose est évacuée. Et c'est évidemment très important que cette notion soit évacuée. Pourquoi ? Parce que la question animale, si on peut s'exprimer par cette formule, devient à ce moment-là autonome. Elle vaut à la fois par elle-même et pour elle-même, et elle n'est plus prise dans un contexte de croyance religieuse qui en faisait finalement autre chose que ce qu'elle avait l'air d'être. Si ce qui nous inquiète dans le mauvais traitement à l'encontre des animaux serait éventuellement de porter atteinte à un de nos aïeux ou à un autre humain tout simplement. Donc qu'est-ce que signifie cette notion d'oikeiosis ? Eh bien, c'est la disposition naturelle, spontanée, de tout vivant à se protéger et à se conserver lui-même, en s'appropriant ce qui est nécessaire et en écartant ce qui est dangereux. Donc,
c'est évidemment... alors pourquoi est-ce que c'est très important? C'est que un individu qui spontanément éloigne de lui ce qui peut lui nuire et cherche au contraire à se protéger, à poursuivre sa vie, implique qu'il a des intérêts en propre, évidemment, qu'il a une conscience de ses intérêts et qu'il est attaché à sa vie, évidemment. Alors, la querelle est très importante avec les stoïciens pendant des siècles, qui sont complètement donc sur un autre bord, et aussi avec les épicuriens. Le concept d'oikoiosis serait une création de l'un d'eux, Chrysippe. Alors la première période stoïcienne débute au IVe siècle avant Jésus-Christ, et puis il y a une deuxième période stoïcienne, notamment avec Cicéron, qui est le principal vulgarisateur du stoïcisme, puis Marc Aurèle, donc au début de l'ère chrétienne. Les stoïciens sont, à n'en pas douter, les inventeurs du finalisme anthropocentrisme, que l'on attribue aujourd'hui de manière un peu hâtive au christianisme ou au judéo-christianisme, mais en vérité, le finalisme anthropocentrisme se trouve tout à fait ailleurs et il est formulé par les stoïciens. Je cite un extrait du traité des devoirs de Cicéron, où la chose est particulièrement nette. Il écrit « Pour qui donc peut-on dire que le monde a été fait ? Assurément pour tous les êtres vivants qui usent de raison. Tels sont les dieux et les hommes. Si la connaissance des choses n'appartient qu'à l'homme, il faut bien juger qu'elles ont été faites pour l'homme. » Alors on trouve un texte tout à fait extraordinaire dans les conjectures sur les débuts de l'histoire humaine, un texte de Kant. Peut-être Marion, vous le connaissez par cœur. Voilà. Où il dit que le quatrième et dernier progrès que fit l'homme pour se placer tout à fait au-dessus de la série animale, c'est lorsqu'il dit au mouton « La peau que tu portes, ce n'est pas pour toi que Dieu l'a créée, mais pour moi ». Donc il y a, et aussi je voulais citer ce passage assez connu de ce philosophe stoïcien Chrysippe, qui dit que l'âme a été donnée au porc en guise de sel pour que sa chair ne pourrisse pas. Donc, cette notion d'oikoiosis, comme cela a été noté par Plutarque, mais aussi par des commentateurs contemporains, dont Élisabeth de Fontenay, Jean-François L'Hermite, c'est que cette notion d'oikoiosis pourrait miner de l'intérieur le finalisme anthropocentrique. Et en vous disant tout ça, je pense bien sûr à nos débats contemporains. Parce que comment poser dans le même temps et sans contradiction que les animaux sont destinés aux fins de l'homme, c'est-à-dire que s'ils sont destinés aux fins de l'homme, ça signifie qu'ils sont dépourvus de finalité propre, d'intérêt propre, et en même temps leur reconnaître la disposition naturelle de tout vivant à se protéger lui-même et à se conserver lui-même en s'appropriant ce qui lui est nécessaire. Bref, à manifester son vouloir vivre. Cette attitude, donc d'autres auteurs prolongeront ce concept en l'analysant, cette attitude manifeste un amour de soi et donc une conscience de soi. Il faut donc reconnaître à ce concept d'oikoiosis une puissance subversive, d'autant que le lien entre l'apparentement et la justice a été établi par Théophraste. Ce lien est donc renforcé par cette appartenance, cet apparentement physique entre les êtres vivants. Et pour les stoïciens, justice et loi morale sont bien fondées sur cette tendance naturelle conforme au but de la raison. Alors leur tour de passe-passe consistera à dire que certes, on voit les animaux et les humains mettre en œuvre cette oikoiosis, mais que les uns le font par raison et les autres par une sorte d'instinct aveugle. Bon, on retrouve là aussi dans les discussions modernes cette espèce de manière d'interpréter
complètement différemment des choses semblables. J'en ai terminé dans quelques instants. Je faisais allusion donc à mon collègue Jean-François L'Hermite, qui est l'auteur récemment d'un livre qui s'appelle « L'animal vertueux dans la philosophie antique », à l'époque impériale, et qui a consacré sa thèse à un auteur qui s'appelle Élien, qui n'est pas très connu, qui fait partie des ce qu'il appelle les partisans de l'intelligence animale, et qui donc développe, montre comment cette oikeiosis permet aux animaux de développer une forme d'excellence morale. Et donc, il y a beaucoup d'anecdotes, parfois un peu, comment dirais-je, un peu imaginaires, sur, pas toutes bien sûr, sur des comportements altruistes, voilà, des comportements des animaux, et la mise en évidence donc des qualités, des vertus morales chez les animaux. Donc il y a tout un courant d'auteurs, et notamment un autre traité de Plutarque qui s'appelle « Que les bêtes brutes usent de raison ». Ces bêtes brutes qu'on appelle en grec aloga, un privé de logos. En fait, ces auteurs montrent que, loin de l'image qu'en donnent les stoïciens, qui refusent donc aux animaux la raison et la faculté réflexive, eh bien, les animaux ont des dispositions morales les uns envers les autres. Quant aux épicuriens, ce qui va caractériser leur position de rejet de devoir de justice envers les animaux, c'est la promotion de la notion de contrat, de réciprocité, fondée sur la capacité à rendre l'appareil. Donc, seuls deux individus pouvant explicitement passer un contrat peuvent être sujets de rapports de justice. Alors, il a été maintes fois souligné que si on s'en tenait à ces critères mis en évidence par les stoïciens, la raison, la faculté réflexive, le langage, ou les critères mis en évidence par les épicuriens, la réalisation d'un pacte réciproque, d'un contrat fondé sur la capacité à rendre l'appareil, eh bien, bon nombre d'êtres humains eux-mêmes seraient exclus des rapports de droit et de justice. Et le combat aujourd'hui entre ces deux types d'argumentation me semble finalement ne pas avoir beaucoup évolué. Alors bien sûr, il y a beaucoup de raffinement dans les notions au fil du siècle. Mais on peut dire qu'il y a véritablement deux visions. Ce n'est pas vraiment les arguments qui n'ont pas évolué, c'est plutôt que ces deux visions dont on voit ici très, très, très clairement les socles continuent de se regarder en chien de faïence. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Peut-être vous attendiez-vous, et j'espère ne pas vous avoir trop déçu, à un exposé plus centré sur la condition animale aujourd'hui. J'ai pensé que peut-être plusieurs personnes connaissaient bien ces questions et qu'il était important, au moment où on entend si souvent dire que les préoccupations concernant les animaux ne sont que des préoccupations récentes de sociétés riches et de gens qui n'ont plus aucune question à se poser, de montrer finalement que non, bien avant ce qu'on appelle les excès de l'industrialisation, la question sur le principe et sur les fondements a été posée. Merci. Merci beaucoup à Florence Burga. Alors, je ne sais pas s'il marche le micro là, il marche pas? Il marche pas? Il marche? Ouais.
Oui, enfin, c'est très étonnant ces propos parce que ça montre que oui, effectivement, le sujet n'est pas récent, hein, et on peut y voir quelque chose de rassurant. On peut aussi y voir quelque chose de très inquiétant. Ça veut dire qu'on n'a vraiment pas avancé depuis, quoi. Et que là, quand même, il y a plus de 2000 ans, 3000 ans, faudrait peut-être faire un petit effort pour faire avancer la réflexion, parce que là, vraiment, on est dans le fond du trou, là, hein. C'est terrible. Voilà. Donc, bon, écoutez, on va vous laisser la parole. Si quelqu'un a des commentaires à faire, des questions à poser, c'est le moment. Est-ce qu'on a un micro baladeur, là, quelque part? Ah oui, il est là-bas. Voilà. Ouais, d'accord, il y en a deux même. Voilà. Donc, qui veut se lancer, qui veut se jeter? Oui, le monsieur là-bas. Oui. Oui, bonsoir. J'ai vu que vous étiez directrice de recherche à l'INRA. Et j'aimerais savoir en fait comment vous étiez vue en fait par rapport à la cause animale et par rapport à tout ce qui vous entoure dans la haute sphère. Je n'échappe jamais à cette question. Je suis rentrée à l'INRA il y a, ça fait 15 ans en fait, le temps a passé très vite. Je pense qu'à l'époque où a été mis au concours un poste sur, vraiment un poste qui a été mis au concours explicitement, hein, sur les problèmes éthiques posés par l'élevage industriel, hein, c'est comme ça que c'était formulé, et les biotechnologies appliquées aux animaux. Écoutez, je pense qu'il y avait des gens à la direction de l'INRA qui souhaitaient que ces questions soient représentées. Et puis il y en a d'autres qui estiment que ces questions n'ont pas à être posées dans cet institut. Simplement, je rappelle toujours qu'il s'agit d'un institut public de recherche et que donc les chercheurs qui sont là-bas sont payés par le contribuable et ne sont pas payés par les filières de l'élevage ou les laboratoires pharmaceutiques. Donc voilà, c'est déjà important de le rappeler. Que même si un certain nombre de départements de recherche ont l'habitude d'avoir des financements de la profession de l'élevage, eh bien, voilà, l'INRA est un institut public. Je suis beaucoup moins présente dans cet institut parce que, ayant, disons, perdu au fil des années les quelques collègues avec lesquels je travaillais, l'isolement intellectuel dans lequel je me trouvais m'a conduite à chercher un laboratoire d'accueil ailleurs, comme l'administration le permet. Et donc, je suis maintenant avec des philosophes. Voilà. Bon, ma réponse à votre question est volontairement un peu vague. Merci. Moi, j'avais souhaité, José, qu'il n'y ait pas de photo. Ok, bon, on peut le dire gentiment aussi, hein, Pierre. D'accord. Oui, d'accord. Ouais, c'est terrible, ouais, mais c'est pas moi qui l'ai fait, ça. Hein. Les meurtres, c'est pas moi qui les commets. Hein. Bon, Jérémy, tu peux demander à Pauline de... Tu peux demander à Pauline. Mais il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, Pierre, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Enfin, heureusement, moi, je ne les vois pas. Parce que sinon, je ne pourrais pas continuer à discuter. Oui, oui. Notre relation à l'animal, ne peut-on pas la rapporter à un comportement plus général, à une coupure de l'homme par rapport à la nature et à son environnement, Il semblerait qu'on a fait le choix de
de l'agressivité, de la possession, de l'appropriation. Si on allait plus vers l'appartenance ou l'humilité ou le respect, est-ce qu'on ne serait pas plus proche de ce que vous avez développé, d'une relation normale à l'animal? Est-ce qu'on peut replacer cette relation dans un contexte plus général qui me semble poser le même problème? Oui, bien sûr, je pense comme vous. Simplement, je pense que notre modèle de comportement ne peut pas être la référence à la nature, en tout cas. Et que le monde naturel est un monde très, très violent aussi, dont en principe nous devrions essayer de nous démarquer à cet égard. Ce qui ne veut pas dire se couper de cet environnement, évidemment. Mais je crois que ce qui est important dans votre remarque, c'est peut-être le mot d'humilité, oui. Par rapport à tout ce qui est nourriture, au fait de manger de la viande, je me demandais si c'était plus une ignorance de la part des consommateurs, du fait qu'ils ne soient pas vraiment informés, parce que généralement sur les emballages on voit des animaux heureux, des poules qui courent dans des champs, ou est-ce que c'est plutôt une volonté, enfin c'est plutôt le fait que les consommateurs n'ont pas envie de le voir et qu'ils ferment les yeux? Ou est-ce que c'est un mélange des deux? C'est la question que je me posais. Mais oui, vous avez raison de vous poser cette question. Moi, je me la pose aussi. Alors, premièrement, c'est vrai qu'on est bien obligé de généraliser, on dit les consommateurs. Bon, je pense qu'il y a évidemment plusieurs formes de sensibilité. Je pense qu'on a trop, et c'est vrai que je l'ai fait moi aussi, je pense qu'on a trop mis de choses sur le dos de l'invisibilité et de la désinformation. Et que je me demande aujourd'hui si de manière plus obscure, parce que c'est vrai qu'il faut garder à l'esprit que quand on agit, il y a plusieurs couches de conscience. Souvent, quand on fait quelque chose, si on scrute un peu nos mobiles, on s'aperçoit qu'il y a des mobiles de surface et puis des mobiles plus profonds. Bon. Donc, je pense qu'il existe des gens qui, effectivement, et peut-être plusieurs personnes ici, ça a été leur expérience, sont pris dans une habitude, tout simplement, de consommation qui est celle de tout le monde, qui est complètement normalisée, insérée, ne se sont pas posé la question, et puis tout d'un coup, un événement ou des images les amènent à découvrir, et puis là, leurs yeux se décident. Il y a ce à quoi vous faisiez allusion, et qui, à mon avis, joue un rôle fondamental, qui est le marketing. Je crois qu'il ne faut pas sous-évaluer la puissance considérable de ces messages, précisément parce que nous sommes disposés à les recevoir tels quels, évidemment. Donc ces emballages rassurants, cette rhétorique très travaillée, parce que ce sont quand même parfois des professionnels dont on admire la ruse rhétorique, qui finalement endorment le tout petit esprit critique qu'on pourrait avoir. Et puis il y a peut-être des cas plus surprenants, mais il y a aussi je dirais peut-être une quatrième forme encore, mais des cas qui me semblent très surprenants, de gens qui se déclarent haut et fort amis des animaux, scandalisés à l'idée qu'on les brutalise, etc., et qui cependant ne veulent absolument pas faire d'efforts dans leur consommation alimentaire. Et je crois que c'est ce modèle-là qui est le plus étrange, finalement, et qui, en tout cas, m'a amené à réfléchir sur les couches beaucoup plus profondes de notre attitude, et à mettre tout de même la consommation de viande en relation avec l'attitude générale que l'humanité a depuis des siècles et des siècles avec les animaux, à relier cela aussi à toutes nos croyances, à toutes nos productions théoriques, à tout notre système juridique, qui est quand même construit sur cette grande scission entre l'homme et les animaux, et
et ce système juridique qui a mis en place, qui a légalisé cette mainmise absolue. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que si tout ça continue, c'est que cela correspond à un désir très profond de l'humanité. Et que même si aujourd'hui, il y a bien sûr des gens qui deviennent conscients de cela et qui changent leur façon de voir et leur façon de faire, je crois qu'il faut... après, ça dépend bien sûr de la vision qu'on a de l'humain, mais il me semble que cela est en accord probablement avec un désir de mainmise très profond qui ne se manifeste pas que dans l'alimentation carnée, même si c'en est la forme la plus aiguë. Donc, ce consommateur, il est très facile à berner parce que profondément, quelque chose est désiré, je pense, là-dedans. Voilà. Je peux me permettre juste un petit mot. Je crois qu'on ne peut pas réduire notre mainmise sur l'animal, sur les animaux, à la consommation, uniquement à la consommation de viande. Moi, je crois qu'on ne peut pas le réduire à ça, parce qu'il y a plein d'autres activités humaines qui s'exercent dans tous les domaines, dans tous les champs possibles, qui sont de l'ordre de l'exploitation, qui sortent de l'ordre de la marchandisation, de l'ordre de l'esclavage, tout simplement, quoi. Voilà, donc on ne peut pas le réduire à ça. Mais effectivement, comme disait Florence, c'en est une des versions les plus évidentes, quoi. Je voudrais un peu rebondir là-dessus, en faisant un parallèle de réflexion, si on peut dire. En fait, tous, autant que nous sommes, sans nous rendre compte, on a des dispositions à toujours diviser les choses. C'est mon enfant, c'est ma femme, c'est ma religion, c'est mon pays. On a des dispositions à faire ça. C'est notre mental qui nous crée ces choses-là. Et en fait, je pense qu'on a un problème, on a une réflexion à faire par rapport à l'autre. L'autre, en fait, n'existe pas. Je prends mon histoire à moi. Quand j'étais gamin, j'étais avec mon papa, avec mon père, j'étais très content, et on allait à la pêche. Et sans problème, je pouvais prendre un gros ver de terre, et puis utiliser mon hameçon, et puis il n'existait pas. Et tel un ver ou une vache, ou une femme, ou un voisin, ou un juif, ou un noir, ou un bleu, ou un jaune, ou un communiste, ou que sais-je, c'est toujours le même mécanisme qui intervient. L'autre n'existe pas. Et oui, bien sûr, c'est une disposition générale. À réfléchir. Ah, un monsieur là-bas, au fond. Bonsoir. Bonsoir. Je pense aussi, pour connaître pas mal de personnes qui sont végétariens, qu'il y a tout simplement, je vais parler pour moi, un goût pour l'aliment en question. En l'occurrence, vous parlez de la viande, on parle de ça ce soir, qui est ancré depuis des habitudes alimentaires et un plaisir qui existe malgré l'amour qu'on peut avoir pour les animaux. Moi, j'adore les animaux. J'ai un chien dont je raffole. Et je pense qu'il y a une certaine lâcheté aussi dans la consommation. On se dit, bon, le mal a été fait, l'animal est mort. On fait attention à ce qu'on consomme, les marques, le label rouge. On se dit, il a eu au moins une vie heureuse. Et il y a le moment de l'abattage qui va être certainement très dur. Il y a plein de choses en fait qui se passent dans la tête, mais bon, pour l'instant, malgré une réduction drastique, j'ai envie de dire, de consommation, il y a des moments où il y a une tentation qui est très forte. Là, en ce moment, il y a un reportage avec Gérard Depardieu, je ne sais pas si vous avez vu ou entendu parler, on le voit sur Arte, il y a six épisodes. On voit la viande, rien que de la voir,
c'est dur, on a envie de la manger. Quand on a le goût pour ça, et du coup on culpabilise. Et donc c'est hyper compliqué en fait. Donc il faudrait parler avec des végétariens qui ont vraiment pris la décision, qui ont eu le courage. Ça serait très intéressant s'il y a un végétarien qui veut s'exprimer ici. Comment est-ce qu'il a fait pour couper avec ce mode de consommation. Puis il y a l'industrie aussi, je pense qu'il y a un gros côté. Vous parliez du marketing, il y a toute une industrie qui est hyper puissante. Il y a eu des images là récemment, paraît-il, d'un abattoir qui a été filmé de l'intérieur avant-hier. Et là aussi, ça pose des questions. Le fait qu'on puisse si difficilement pénétrer dans ces lieux, voire pas du tout. Et bon, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. J'ai un peu mélangé beaucoup de choses, là, je crois. Je ne sais pas s'il y a vraiment une question, en fait. Si, j'aimerais bien qu'un végétarien s'exprime là, voilà. Voilà. La petite dame. Je veux bien, moi. La petite dame devant, Jérémy. Moi, je parlerais plutôt quelquefois de carnivores abstinents plutôt que de végétariens, parce que c'est vrai que oui. Moi, je veux bien juste exprimer ma situation. Moi, j'ai été élevée avec des parents qui m'ont nourri avec de la viande, qui m'ont fait manger de tout, même du cheval. Enfin, entre le cheval, l'agneau et le bœuf, je ne fais aucune différence. Et donc, je ne me suis jamais posé de questions. C'était une évidence pour moi. Je n'ai pas eu de réflexion par rapport à ça. Jusqu'au moment où je me suis intéressée à ce qu'on appelle, entre guillemets, la protection animale, et où j'ai beaucoup consulté, beaucoup regardé. Et je peux dire que du jour au lendemain, quand mon esprit a pris conscience, je me suis arrêtée de consommer. J'ai commencé par la viande. Et puis, j'ai poursuivi par le poisson. Donc aujourd'hui, depuis quelques années, je ne mange rien au niveau de la consommation animale. Parce que si vous me voyez, je ne suis pas maigre, je me suis en très bonne santé. Donc quand on dit que les végétariens ont des carences alimentaires, je peux vous dire, je n'en ai absolument aucune. Je ne supporte pas, je respecte ceux qui mangent des animaux. Ce que je voudrais simplement essayer d'apporter tout à fait modestement, c'est la réflexion et de se dire, le slogan de José est « Et si on changeait notre regard sur les animaux ?» Effectivement, moi j'ai des animaux, des chiens, des chats. Je ne les mange pas parce qu'on est dans une société où la culture fait que l'on ne mange pas nos chiens et nos chats. En Chine, ils les attrapent, ils les ébouillantent vivants, ils les dépecent vivants et ils les mangent. Et quand ils sont dépecés, ils sont transformés en fourrure. Voilà, donc on est dans une société aujourd'hui culturellement, on ne mange pas ces animaux-là, Catherine, on fait d'autres choses. Excuse-moi, mais le temps tourne, il faudrait, si tu as une question à poser. Voilà, donc je voudrais simplement dire que quand... il y a d'autres gens qui veulent intervenir. Oui. Mon idéal serait que moi, dans les grands magasins, au rayon de la viande, au rayon de poissonnerie, on mette le mode d'élevage des animaux, le mode de transport des animaux et le mode d'abattage, de façon à ce qu'il y ait vraiment une réflexion des gens. Voilà. Merci. Tout d'abord, je voulais vous remercier, Florence, pour votre exposé, d'être venue de si loin pour nous parler de cette cause que nous avons en commun, qui est la cause animale. Je vais répondre au monsieur, tout d'abord, là-bas, qui voulait le témoignage d'un végétarien. Et comment est-ce qu'on fait pour arriver à passer au-dessus d'un plaisir gustatif ? J'ai l'impression que c'est tout simplement la force d'une conviction. C'est-à-dire qu'un jour, le questionnement s'élève sur la cause animale et puis sur la vie de manière plus générale. Et une fois que vous avez fait cette prise de conscience, elle est irréversible. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus revenir en arrière, vous avez fait une prise de conscience qui change votre vie de manière radicale.
Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus vous permettre, ni même envisager de sacrifier des êtres vivants sur l'autel de votre bon plaisir. Voilà, je pense que c'est comme ça que ça se passe. C'est une force de conviction qui fait que vous ne revenez plus en arrière. Voilà, même si je conçois tout à fait, et je pense qu'il y a beaucoup de végétariens dans cette salle, on peut tout à fait comprendre que c'est quelque chose de difficile et de long. Mais une fois que c'est fait, voilà, c'est assez terminé. Je n'ai pas réellement de questions, mais plutôt une constatation. Une chose à laquelle je n'avais pas réellement pensé, ou du moins que je n'avais pas encore formulée, c'est votre définition de la philosophie, tout simplement. Et effectivement, je vous remercie pour cette définition, c'est-à-dire que vous avez dit qu'effectivement le questionnement sur la cause animale ou sur le végétarisme, etc., était toujours à mi-chemin entre le sentimentalisme exacerbé et une radicalité exacerbée également. Or justement, c'est le boulot des philosophes, c'est le boulot des professeurs de philosophie peut-être, de nous amener, d'amener les gens, d'amener les jeunes, tous les gens qui nous entourent autour de ces réflexions. Et justement, est-ce que vous pensez que les philosophes font suffisamment leur travail à ce niveau-là? On les entend pas mal s'exprimer maintenant sur la politique, sur la pauvreté, la crise, etc. Mais finalement, est-ce qu'on fait notre boulot de philosophe? Est-ce qu'on parle suffisamment d'un sujet essentiel qui est tout simplement la vie? Voilà. Mais comme vous le savez, cette question est entrée à petits pas dans l'université depuis quelques années. Mais je peux témoigner, puisque j'ai fait ma thèse de doctorat il y a maintenant 25 ans, que ce sujet était complètement tabou, que vous étiez marginalisé quand vous vouliez vous en emparer pour travailler en philosophie sur cette question, et que son entrée dans le monde académique est très récent, et que nous avons sûrement aussi toujours à veiller à la grande rigueur de notre travail pour le faire valoir auprès de nos collègues qui, eux, n'ont pas forcément, je ne veux pas dire qu'ils sont moins rigoureux, mais ils n'ont pas au-dessus de leur tête cette menace d'être éventuellement ridiculisés par leurs pairs à cause du sujet dont ils se préoccupent. Donc c'est vrai que cette question des animaux, je crois aujourd'hui, n'est plus moquée par nos collègues, mais c'est récent et nous devons donc donner le meilleur de nous-mêmes, si nous le pouvons, pour essayer de la servir au mieux. Et vous avez raison, c'est notre travail de philosophe aussi de faire ça. De nouveau, merci encore d'être venu, parce que voilà, justement, vous incarnez cet art de se poser les questions et les bonnes questions. Merci Marion. Moi aussi, je voulais rebondir sur cette question-là. Je trouve aussi vraiment fondamental que les philosophes posent cette question actuellement. Et surtout cette question, comme vous en avez parlé au départ, de l'appropriation. Je pense que tout est là. Tant qu'on croit que les animaux sont à nous, comment arrêter de les manger? On peut arrêter de les manger un peu, on peut faire attention comment on va les manger, mais arrêter de les manger complètement, c'est vraiment, je pense que la question, elle est vraiment là. Qu'est-ce qui fait qu'on croit que les animaux sont à nous? Même si ici, là, je pense que tout le monde se pose cette question-là, et n'empêche que il y a une espèce de conformisme lié à l'intérêt, je pense, et l'intérêt lié au conformisme, une espèce de conformisme qui fait que, au fond de nous, on se dit que quand même les animaux c'est à nous. Et cette question, je pense que c'est vraiment une question philosophique, et je pense qu'elle est vraiment vraiment très importante, et elle touche la question du conformisme, qui est pour moi un fléau, le véritable fléau de l'humanité. Et aussi, je pense qu'elle peut être vue d'un autre côté, c'est par le sentiment d'amour qu'on peut ressentir pour les animaux, individuellement ou d'une façon générale. Moi, personnellement, ce qui me pose le plus la question de l'appropriation, c'est la relation que j'ai avec ma chienne. Je ne peux pas dire que cette chienne soit à moi, c'est pas possible.
elle n'est pas à moi. Par exemple, une fois, je voulais... on s'était baladé dans les bois, elle était dans un état de saleté pas possible, et j'ai voulu la faire doucher, parce que j'avais pas ce qu'il fallait chez moi, dans un salon de toilettage. Et donc j'appelle, je connaissais la nana en question, je la connaissais. Et elle me dit qui c'est. Alors je dis mon nom, et puis elle ne savait pas qui c'était. Puis je lui dis, finalement, c'est moi qui est Lila. Ma chaîne s'appelle Lila. Et je ne savais pas comment dire. Je lui dis, finalement, je suis sa mère, la mère de Lila. Vous connaissez Lila. Alors ça la fait rire. Comme vous disiez, ça fait rire. Dès qu'on se pose vraiment cette question de l'appartenance, ça fait ou sourire, ou alors on passe pour radical. Et je lui ai dit, écoutez, cette chaîne, je suis allée la chercher là où elle était, pour la nourrir, pour la protéger, pour l'éduquer, qu'est-ce que c'est d'autre que le rôle d'une mère, d'un parent adoptant. Et c'est vraiment cette relation d'amour qui m'a fait prendre conscience de l'aberration de l'appropriation, et dans laquelle on par intérêt, je dirais aussi beaucoup par fainéantise, la flemme de réfléchir, parce que pour réfléchir, c'est un travail de réfléchir, c'est vraiment un travail, c'est vraiment une activité fatigante. À cause de ça, on reste dans cette appropriation, alors, dans laquelle il est très difficile d'arrêter de manger de la viande, puisqu'ils sont à nous. Oui, je suis tout à fait d'accord avec votre description des choses. Je vais essayer de poser ma question le plus clairement possible. Je voulais savoir si la cause animale pouvait vraiment progresser s'il n'y avait pas une prise en charge par le fait religieux de cette question-là. Parce qu'on parle beaucoup de rationalité, on ne parle pas beaucoup d'amour. Et l'amour, est-ce que cette cause animale peut vraiment progresser sans qu'il y ait une prise en charge par le fait religieux? Alors, moi, je ne le pense pas. Bon, je dois vous dire, je ne suis pas du tout religieuse. J'ai pas du tout ça. Voilà. Je crois au contraire que, enfin, je crois pas qu'on puisse confier aux religions une éducation à... Je comprends qu'on puisse confier à la morale, à des principes moraux, l'éducation de chacun d'entre nous à se comporter d'une certaine façon. Je ne crois pas qu'on puisse confier cela à la religion, qui est un domaine de croyance, qui peut aussi être manipulé par les autorités qui ont en charge les religions en question. Et pour ma part, je les vois plutôt comme, en dehors du jaïnisme, qui est la seule religion vraiment absolument claire concernant le statut des animaux, je n'en vois aucune qui puisse les aider. Voilà. Donc je répondrai non, personnellement, à votre question. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais revenir donc sur la notion d'appropriation que une dame a évoquée. Et donc tout à l'heure, vous avez parlé de la disposition naturelle d'un être vivant à s'approprier ce qui est nécessaire et à écarter ce qui est dangereux. Donc je voulais savoir... donc ça m'a en fait fait penser à Monsieur Tom Reagan et son côté un peu abolitionniste. Et donc je voulais savoir ce que vous pensez de ça, parce que ça pose la question de ce qui est nécessaire, en fait, de ce qu'on a le droit de s'approprier ou non, et donc de l'utilisation animale. Oui, c'est une très bonne question. Alors je pense que personne ne remettrait en question le principe de légitime défense qui nous conduit à préférer notre propre vie à celle d'autrui. Donc je crois que personne ne mettrait en question
la chasse de survie, par exemple, que si dans une situation X, je ne sais pas ce que chacun d'entre nous ferait, hein, je parle des principes, que si dans une situation extrême, ma vie est en danger, je peux manger un humain, un animal, bon, il y a des situations comme ça extrêmes. La question de la nécessité se pose donc dans des situations où on doit vraiment examiner ce qui est en jeu. Dans nos sociétés contemporaines, je ne vois pas de cas où l'appropriation, la mise à mort, disons, des animaux, ni leur appropriation, ni leur captivité d'ailleurs, répond à une nécessité de survie. Je n'en vois pas. Donc, et il me semble que ce seraient les seules situations qui pourraient justifier la mise à mort d'autrui. Voilà. Donc c'est vrai que cette question doit toujours être placée dans un contexte historique, géographique, et que quand des gens recourent à l'argument aujourd'hui pour défendre l'alimentation carnée en disant « mais les hommes préhistoriques mangeaient de la viande », enfin, c'est l'argument le plus stupide qu'on puisse évidemment formuler, puisqu'on ne peut absolument pas comparer les deux situations. Donc je crois que si vous voulez, cette question de la nécessité et même de l'utilité, hein, qui est un concept évidemment très élastique, nécessite l'examen de la situation en présence. Et je crois qu'aujourd'hui, elle ne présente pas ce caractère de nécessité du tout. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je voulais vous demander, en fait, pour rebondir justement sur cette idée de nécessité, si dans le cadre de l'expérimentation animale, donc autre que l'alimentation carnée, dans la médecine par exemple, est-ce que dans ces cas-là, la fin justifie les moyens? Est-ce que pour vous, c'est une nécessité ou pas? Alors, je pense que la fin d'abord, je pense que la fin ne justifie pas les moyens, et je pense qu'il faut toujours finalement les assimiler. Et que dire la fin justifie les moyens, c'est un moyen de poser une fin pour justifier n'importe quel moyen. On fait un raccourci très souvent en disant que ce domaine de l'expérimentation animale échapperait aux argumentations qui permettent de fustiger, critiquer, condamner d'autres formes d'utilisation des animaux. Alors c'est vrai qu'à première vue, on peut dire ah ben oui, peut-être qu'on se trouve en effet devant quelque chose comme un cas de légitime défense. Hein. Je décide de sacrifier telle vie pour sauver la mienne. En réalité, quand on regarde les choses d'un peu plus près, cela ne se passe pas de cette façon. D'abord parce qu'il me semble que dans ces situations que nous évoquons, hein, de nécessité, il y a un lien de cause à effet assez direct et immédiat dans le temps. Ce qui, évidemment, n'est jamais le cas de l'expérimentation. On cherche dans des directions qui sont n'importe lesquelles, hein, puisqu'en recherche fondamentale, vous pouvez chercher absolument n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin de faire valoir un bénéfice important pour l'humanité. Vous produisez des connaissances fondamentales. Et à l'intérieur de ces recherches, il se peut qu'on trouve des choses. Et on peut imaginer que depuis le temps qu'on tue les animaux dans les laboratoires, on a trouvé des choses qui ont pu être utiles. Je ne mets pas ça en question. Simplement, il me semble qu'on se heurte à un principe et à un paradoxe qui est que pour que l'expérimentation soit valide sur le plan scientifique, il faut poser une continuité biologique entre les espèces utilisées et l'espèce humaine qui doit bénéficier de l'extrapolation. Donc il y a une continuité biologique. On pourrait dire, oui, il y a une continuité biologique, l'animal n'est qu'un corps et donc il ne ressent pas vraiment la douleur. Enfin, il y a encore ce genre de propos, hein, qu'on entend.
Mais on ne peut même pas s'en tenir là. L'expérimentation animale ne permet même pas de défendre cette ligne, puisque les antidépresseurs, les anxiolytiques sont testés sur les animaux. Il y a donc le postulat d'une continuité psychologique aussi, fut-elle très réductionniste dans cette manière d'appréhender la maladie comme un symptôme, ou la maladie mentale comme un ensemble de symptômes aussi. Mais ces médicaments sont testés en stressant les animaux, en les terrorisant, etc. Donc vous avez d'une certaine manière l'affirmation d'une très grande proximité qui est requise par l'expérimentation animale pour que cette extrapolation ait un sens, et qui, à mon avis, est la plus grande faiblesse morale de l'expérimentation, puisque la distinction entre l'homme et les animaux qui est requise pour permettre sur les uns ce qui est interdit sur l'autre s'effondre au cœur même de la logique de l'expérimentation. Donc, pour ma part, je ne pense pas que ce domaine y échappe. Par ailleurs, on a tendance à assimiler expérimentation animale à recherche médicale. En réalité, la recherche médicale ne représente que 30% de l'expérimentation animale. Donc, c'est un énorme, champ d'essais qui n'ont pas du tout pour but de sauver l'humanité. Il y a quand même toute une rhétorique qui peut être examinée d'assez près et qu'on peut critiquer dans ses constructions. Excusez-moi, je voulais juste rajouter quelque chose. Récemment, le statut de l'animal a changé en France. Est-ce que ça peut être un petit espoir d'une évolution dans moins de brutalité envers les animaux? Oui, je pense de toute façon. Alors, beaucoup de gens ont dit ça ne sert à rien, ça ne donne aucun résultat. Alors, si eux savaient comment obtenir un texte qui donne des résultats, il fallait qu'ils se manifestent, évidemment. Aucun texte de loi ne change les choses du jour au lendemain, évidemment. Mais il vaut mieux qu'il y ait des avancées plutôt qu'il n'y en ait pas. Voilà ce qu'on peut en tout cas dire. Et que cette modification, espérons-le, va produire des effets. Encore une fois, ces effets ne vont pas être immédiats. Je pense que c'est très important qu'il y ait eu en effet cette modification dans le Code civil, parce que il ne faut pas surdéterminer l'importance des lois, évidemment, mais en même temps, leur inexistence serait évidemment bien pire. Et je crois que c'est une synergie de choses qui peut modifier notre regard, comme vous le disiez, madame, et que cette modification participe à ce changement de regard, ne serait-ce que parce que les débats, cela a suscité un nombre important de débats dans la société, que les médias se sont mis à en parler, que les gens sont au courant de cette modification, et que ne serait-ce que cela a produit des effets peut-être dans l'information et dans la crédibilité aussi de cette préoccupation. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi. En fait, je voulais juste revenir sur l'aspect expérimentation animale pour dire que finalement, en fait, il a quand même été prouvé dans beaucoup de cas que le modèle animal n'est pas très probant par rapport à la recherche, même dans le domaine médical. Et je ne suis pas très sûre, mais si on veut se renseigner là-dessus, c'est quand même assez facile de chercher alternative à la recherche animale ou à l'expérimentation animale. Et je crois qu'il y a un site qui s'appelle Antidote, si je ne me trompe pas, avec des chercheurs qui s'exprimeront bien mieux que moi là-dessus. Mais bon, si on veut des infos, c'est assez complet. Voilà. Oui, et on peut ajouter que tant que l'expérimentation animale sera licite, les méthodes alternatives se développeront simplement à la marge.
Et on peut penser, quand les gens vous disent mais c'est très important d'avoir ce qu'ils appellent un organisme entier, on peut leur dire qu'avec l'avancée des connaissances, pas seulement dans le domaine biologique, dans tous les autres domaines, moi non plus je ne maîtrise pas bien la connaissance de ces méthodes alternatives, mais les modèles mathématiques, les biomathématiques, les modèles informatiques, etc., etc., on se dit que l'interdiction de l'expérimentation animale développerait l'imagination de la recherche, parce que continuer à faire pratiquement comme faisait Claude Bernard, ça semble quand même un peu bizarre au XXIe siècle. Voilà. Même si on sait faire des animaux transgéniques pour qu'ils développent des maladies humaines que spontanément ils ne développent pas. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger aussi sur une compréhension, une réduction de la maladie à une symptomatologie induite en laboratoire sur des organismes génétiquement transformés. Alors, je veux bien qu'avec ça, on trouve des médicaments, bon, mais je ne suis pas absolument certaine que ce soit la meilleure voie aussi pour une médecine préventive. Et je crois que cette manière de mettre sur le marché des tas de nouvelles substances et de se dire, eh ben, il n'y a qu'à les tester sur les animaux pendant 20 ans pour voir ce que ça donne, me semble, si vous voulez, alimenter un commerce un peu suspect. Voilà. Je voulais savoir, en sachant que le végétarisme est une insulte pour la cause animale, pourquoi vous ne parlez pas de véganisme? Qu'est-ce qui... Comment vous pouvez mettre le mot véganisme à la place du végétarisme. Je pense que tout le monde est d'accord avec vous. Il y a juste que le mot n'est pas connu, le véganisme n'est pas connu, alors... grâce à vous, il l'est connu ce soir. C'est formidable. Oui, heureusement. Je ne crois pas qu'on ait spécialement encouragé ici la production de lait et l'abattage des veaux et des agneaux. Hein. Je ne crois pas avoir dit ça. Voilà. Oui, bonsoir. Je voulais juste faire une réflexion puis vous poser une question. Le prix Nobel de médecine cette année a été attribué à une Chinoise qui a pris qui a fait un médicament grâce à une plante qui est connue en Chine depuis 8 siècles. Voilà, donc le progrès de la médecine n'attend pas forcément les animaux. Et une question, vous avez effleuré tout à l'heure au niveau philosophique les religions. Et je voulais savoir si justement la question n'était pas, comme disait le monsieur tout à l'heure, religieuse, pour la simple et bonne raison que tous les mythes et toutes les croyances sont basées sur des religions qui ont été inventées et écrites par des hommes. Voilà. Et donc votre question, ce serait ? Ça serait l'opposition de la philosophie aux croyances et aux religions, en fait. Elles s'en distinguent fondamentalement. Oui, elles s'en distinguent fondamentalement. C'est un de ces combats, d'ailleurs. Oui, parce que les croyances ne supportent aucune question, de toute façon, aucun questionnement. Bonsoir. Je voudrais enfin votre avis un petit peu sur ce système libéral, capitaliste, criminel, fondé sur le fric. Notamment quand on sait qu'enfin on parle enfin de l'atrocité enfin que l'homme peut mettre enfin sur les animaux, mais il y a l'atrocité enfin insidieuse de ce qui crée. Notamment quand on voit les centrales nucléaires de Fukushima exploser. On ne pense pas, on pense tout de suite enfin aux hommes, mais on ne pense pas à la souffrance insidieuse de tous ces animaux et ainsi que la nature. Et quand on regarde les déstabilisations climatiques, plus les fongicides, plus les OGM et plus le reste de tout ça, parlons pas de la COP21, une véritable foutaise. Moi, pensez-vous pas qu'actuellement, l'humanité, la planète, est-elle en train de crever au nom du fric ? Oui, oui, c'est le cas, certainement.
je voudrais rebondir un peu sur ce qu'a dit le monsieur, en disant quelque chose encore de parallèle, pour essayer de préciser un petit peu la chose. En fait, l'appropriation dont on a parlé tout à l'heure, ça fait partie de notre conditionnement. C'est-à-dire qu'en fait, on est conditionné par plein de choses, en fonction de notre culture, enfin, en fonction de plein de choses, en fonction de notre propre éducation, etc. Et en fait, l'appropriation, c'est faire partie de notre culture. Il faut considérer qu'effectivement, on a besoin de lois, de codes, de posséder, entre guillemets, parce que sinon on va tous se friter les uns contre les autres, puisqu'on pense tous à notre intérêt d'une façon directe si on ne réfléchit pas. Donc on a besoin de ça. Mais il faut réfléchir qu'en fait, c'est un pis-aller. C'est-à-dire qu'entre nous, on est obligé d'avoir des propriétés, etc., et des codes. Parce que spirituellement, on n'est pas de grand-chose actuellement. Voilà. Mais il faut bien comprendre ça. L'appropriation, c'est notre conditionnement. Okay. Bon, voilà. Oui, Anthony. Oui, bonsoir. Je souhaiterais rebondir un peu plus précisément sur votre exposé que j'ai vraiment trouvé passionnant. Comment vous pensez justement qu'en philosophie actuellement, on pourrait remettre à profit ce corpus antique finalement, ces idées qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'on peut les réutiliser, les rénover peut-être, ou s'en servir aujourd'hui pour leur donner peut-être plus d'efficacité? Je pense que les philosophes qui s'emparent de cette question du droit des animaux, et tout à l'heure, Madame citait Les droits des animaux de Tom Regan, qui est une analyse tellement fine des croyances, de cette notion de sujet d'une vie, etc. Je crois qu'il cite Aristote, il ne cite pas forcément ces débats-là. Mais je crois qu'ils soient cités ou pas, ils nourrissent la réflexion. Et donc, il y a tout de même cette étude de Jean-François Lhermitte, qui est très récente. Et il a à cœur dans son étude de montrer que ce débat peut nous éclairer aujourd'hui, est toujours présent et toujours là, et qu'il est important de revenir jusqu'à ses sources pour penser les droits des animaux. Bon, si vous le voulez bien, on va mettre fin à ce débat qui a déjà duré longtemps. On vous invite à boire un verre, un dernier verre avant la fin de la soirée, dans le hall. Voilà, donc rendez-vous pour un petit pot tout de suite dans le hall pour tous ceux qui voudront rester, qui sont cordialement invités. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci.